Sarek? Sarek. Allez. Toi aussi, t'as un truc à l'œil? Franchement. Ok. Salut Sandrine! C'était bien joué ou pas? Franchement, Je pense qu'on a un Oscar là. on a bossé ça pendant 3 semaines ensemble. Je pense qu'on a un Oscar, tranquille. Toi, t'étais hyper exigeante avec moi. Bah, Tu bien me disais, sûr. ouais, non, là, il faut, tu vois, c'est important. Souffle et tout. Ah ouais. Voilà. Ouais. C'est saucé, c'est important. Pas live. Moi, je suis ravi de te recevoir pour la 3e épisode de ce podcast. Voilà. Quel honneur. Ouais, franchement, ben, c'est un honneur parce que pour le coup, Ah, c'est un honneur pour moi. Et ben, pour moi aussi. Parce que voilà, ta parole, elle a quelque part toujours pesé. Elle a toujours été singulière, ta parole, dans une configuration médiatico-politique qui est assez, mais on va en parler, mais qui est assez classique. Tout d'abord, on est ici chez Darkoum. C'est une cantine marocaine, du coup, qui en arabe veut dire la maison, votre maison, ta maison, le jardin d'une origine ethnique, le Maroc, qui aurait dû gagner la CAN. Il y a quelques temps, si les Sénégalais n'avaient pas triché. Non, mais moi, j'interviens pas là-dedans. T'as bien raison. Je mets des amis partout, moi, donc j'interviens pas là-dedans. Non, pardon, Sénégal, Sénégal. Ouais. On aurait dû gagner quand même. Est-ce que Ok. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Bah oui, bien sûr. Commencer. Avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles? Tu connais moi, c'est végé, moi. Oui, c'est végé. Alors moi, je te conseille les carottes au cumin. Allez, go. J'adore. Sinon, ils font des briques, pommes de terre, coriandre et œufs et thon. Tu manges ça, le thon? C'est là chez toi, non? Chez les végés, c'est pas là? Non, ouais. Ouais. Non, mais déjà des carottes au cumin. On va commencer comme ça. Et dans la soupe, normalement, il y a pas de viande dans la soupe? Si, normalement, il y a un peu de bœuf dans la soupe. Ok. Il y a un peu de bœuf dans la soupe. Eh ben, écoute. Et sinon, il y a un couscous veggie aussi. Ah non, et la salade de poivron grillé, là, ça, c'est trop bon. Allez, voilà. Carottes au cumin et salade de poivron. Le monsieur arrive tout de suite pour prendre la commande. Je te vois pour, c'est quoi, la 3e, 4e fois qu'on... Ah ouais, 3e, je crois. Ouais. Alors, il y a le magicien des cantines. Alors, moi, je vais vous prendre des carottes au cumin. Carottes. Okay. Et j'hésite entre caviar d'aubergine et salade de poivron grillé. J'ai vu, bon. Les deux, c'est trop bon. Ma grand-mère, elle était grecque. Elle faisait des salades de poivron grillé, mais de folie. Donc, vous avez un petit challenge si je prends salade de poivron grillé. Pression, hein, tout de suite, t'as vu comment elle te Allez, salade de poivron grillé. Ça va. Il faut que ce soit la meilleure salade de poivron grillé que j'ai jamais fait de toute ta life. Meilleure que ma grand-maman, qui s'appelait Athènes et tout. J'espère. Allez, c'est bon. Moi, ce sera une harira, avec l'accent, et une brique bœuf haché, s'il te plaît. Ouais. Et en marocain, on dit ala slamtek. C'est-à-dire, hein, c'est ça? C'est pas comme C'est genre l'équivalent de merci, quoi. Merci. Merci, comment dire? C'est chokran. Chokran, oui, mais il y a une autre façon de le dire, non? Il y a 3 mots. Donc, chokran, il y a. Comment dire? Marca, ça veut dire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ok. Donc, Ok. Et ben voilà. Et ben merci infiniment. Bon pour. Et un petit thé à la menthe. Et un petit thé à la menthe, bien sûr. 2 thés à la menthe. Allez, parfait. Merci beaucoup. Magnifique. Pour les 12 personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous faire une rapide bio? Je peux te présenter en quelques mots et te présenter la Sandrine Rousseau d'aujourd'hui. Alors, je suis députée, écologiste, du groupe écologiste et social. Je porte une écologie radicale, une société inclusive, et je pense profondément que la question femmes-hommes est un peu au cœur de tous nos problèmes, quoi. La domination des femmes, notamment, est particulièrement au cœur des problèmes que l'on vit aujourd'hui. Quand on voit Trump, tu vois, qui veut s'emparer du Groenland comme ça, je pense qu'il aurait un peu déconstruit son rapport au monde. Il y a une idée masculiniste derrière. Ouais. Je pense qu'il aurait déconstruit ça, on serait quand même moins dans la merde, pour le dire un peu de manière trash. Ouais, dans son discours militariste aussi, le côté. Mais en fait, tout le discours militariste, c'est une manière pour les hommes de reprendre le discours politique, en fait, tu vois, et de pas laisser
de place à la stratégie aux femmes. Et en fait, c'est aussi une manière de s'approprier les choses, d'être dans la prédation. Et en fait, tu vois, tu as un parallèle assez évident. Donc moi, je me dis écoféministe. Et c'est ça ce que j'essaie de pousser en politique. Ouais. Est-ce que c'est l'idée moteur, toi, qui t'as décidé à t'engager en politique? Tu viens d'une famille, alors, tu viens de Charente? Charente-Maritime. Ouais. Charente-Maritime, voilà, Charente-Maritime. Très socialiste, à la base. Ah ouais, ça, ils étaient très, très socialistes. Très mitterrandien. Rocardien, monsieur. Rocardien, d'accord, pardon. Okay. Pas mitterrandien. Alors, mitterrandien par défaut, parce que comme il a gagné, mais rocardien surtout. Ouais. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Moi, j'ai toujours trouvé que le pouvoir politique, c'était un pouvoir qui était très masculin, que les femmes s'y étaient fait une petite place comme ça avec des quotas, avec l'histoire des quotas. Mais en fait, on n'a jamais été complètement reconnus comme étant nous aussi des stratèges politiques, nous aussi en capacité de poser une analyse alternative au monde. Et je trouve que, enfin là, on est dans un repli masculiniste des sociétés, et je pense que c'est un sujet parce qu'en fait, si vous mettez les femmes au cœur de l'analyse politique, elles regardent les choses différemment. Tu vois, il y a un truc, comme on a été socialisé comme ça, comme on a été en charge des proches, de la famille, des enfants, etc. Forcément, on a une approche par le soin, le respect, plus que par la guerre, la stratégie. Tu vois, c'est une construction genrée des choses. Ouais. C'est l'idée d'ailleurs qui surgit de plus en plus aujourd'hui. Est-ce que si on avait laissé le pouvoir, depuis la nuit des temps, si on avait laissé le pouvoir aux femmes, ah ben on serait pas dans la merde, dans la crise. On ne serait pas dans l'ennui. Ouais. Tu vois, mais le monde serait pas le même aujourd'hui. Il y aurait pas, très clairement, c'est peut-être naïf ce que je veux dire. Bien sûr, ça serait pas le même. Clairement. Pas de guerre. Ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, ce serait pas le même. C'est sûr. En fait, quand tu vois Trump, Poutine, Xi Jinping, quand tu vois ce qui se passe un peu partout dans le monde, tu as une espèce de rapport à la prédation qui n'est pas du tout interrogé. Et ça, c'est dans la conquête, la stratégie, la guerre, tout ça sont des valeurs qui ont été mises du côté masculin de l'humanité, quoi. Alors après, c'est une construction sociale, hein. Je dis pas que tu nais guerrier parce que tu nais homme, hein, du tout, au contraire. Mais tu as une construction sociale autour de ça, et tu as une invisibilisation ou un enfermement des femmes dans les maisons qui pourtant prennent soin du quotidien et gèrent le quotidien. Et moi, je suis toujours pensé que une partie de nos problèmes, venait de cette construction genrée de la société, de toutes les sociétés même. Et alors, en réponse à ça, est-ce que la candidature unique, c'est une chimère, hein, tu me diras, mais est-ce que la candidature unique d'une femme en 2027, ça pourra voir le jour un jour? Pour la gauche? Pour la gauche. Et alors, ça me permet de te poser une autre question. J'ai vu que Marine Tondelier s'était déclarée candidate à l'élection présidentielle. Toi, t'avais pas kiffé, on va dire. Là, en gros, le timing, etc. Peut-être à personne aussi, je sais pas, tu vas me dire. Mais est-ce que toi, ça te donne envie de te redéclarer candidate à l'élection présidentielle de 2027? Franchement. J'entends de ma chaise. Non, mais en fait, le truc, c'est pour moi, c'est très important de pas juste poser l'union de la gauche pour l'union de la gauche, mais de savoir quelle ligne politique on tient, en fait, tu vois. Ouais. Et moi, je suis vraiment très, très, je sais pas comment dire, mais perturbée par ce qui est en train de se passer à gauche, où on a une espèce de gauche qui devient de droite en cherchant une droite qui serait de gauche. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas des gens de droite de gauche et des gens de gauche qui iraient à droite. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, il y a la droite, il y a la gauche. C'est deux projets de société assez radicalement différents, et il faut qu'on assume cet aspect de gauche écologiste. Et je trouve que là, il y a trop de flou, quoi. Et la candidature de Marine Tondelier, elle est pas assez radicale pour toi? Il lui manque peut-être la radicalité. Bah, je pense en tous les cas, elle n'a pas exprimé suffisamment, elle n'a pas exprimé suffisamment fortement l'importance de l'analyse en termes de rapports sociaux. Non, tu vois. Ouais. Parce que mais ça c'est le truc un peu chic. Ou du capitalisme. Pour dire, en gros, elle est pas assez de gauche, quoi. En gros, c'est comme Olivier Faure
qui veut être un peu le parangon d'une gauche un peu acceptable. Mais il faut dire les choses à un moment donné, qui est acceptable pour. Je dirais pas acceptable, je dirais respectable. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a un problème à gauche qui est la quête de la respectabilité. C'est-à-dire qu'on doit aller vers des discours qui soient respectables, où on attend une espèce de label de respectabilité. Et si vous criez trop fort, vous êtes banni. Si vous C'est trop reproché à l'Assemblée nationale, d'ailleurs. Oui. C'est le décalage de la retraite. Par ces réformes-là, vous faites payer par tous les plus vulnérables de la société, par tous les plus fragiles de la société, un simple décalage de 3 mois. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça n'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez pas compte. Et je vous indique d'ailleurs que sur 2 précédentes interventions, à nouveau qui visaient Madame Rousseau, j'ai prononcé, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, 2 rappels à l'ordre également. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. C'est invraisemblable. Pour moi, la respectabilité, c'est exactement la carotte qu'on met devant la tête de l'âne, tu sais, quand on veut la faire, Ouais, quand on veut le faire avancer. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu ne manges jamais. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, la respectabilité, c'est un critère bourgeois de la société, en réalité. Ouais. Et donc, moi, je dis, la gauche n'est pas ça. La gauche, évidemment, qu'elle conteste l'ordre social, évidemment qu'elle conteste les rapports sociaux, évidemment qu'elle conteste des rapports sociaux fondamentaux comme le racisme, le sexisme, etc. Et évidemment, l'ordre économique. Et en fait, on peut pas. En fait, il va falloir choisir un côté, quoi. Tu peux pas continuer à faire semblant que ça n'existe pas. Ouais. Ou alors, enfin, pour moi, tu te trompes d'analyse. Est-ce que c'est ça qui te fait te rapprocher, par exemple, de la France insoumise, idéologiquement parlant? Alors moi, j'ai pas le sentiment de m'être rapprochée, parce que ça voudrait dire que C'est un rapprochement commun. Non, on a une partie de l'analyse en commun, oui, voilà. et de manière très forte. Ouais. Et c'est pour ça que je suis toujours surprise quand moi j'entends dans mon parti parler du PS comme d'un allié un peu naturel et LFI comme d'un allié compliqué. Parce que ça alors qu'en fait, si tu regardes sur leurs votes sur les questions écologiques, les votes sur les questions sociales, ils sont souvent du bon côté quand même. Ouais. Alors, ça a l'air trop. Alors, visuellement, c'est mieux que ta grand-mère déjà ou pas du tout? Alors non, c'est pas du tout la même chose que ma grand-mère visuellement, mais ça a l'air très bon. Okay. Ça a l'air exceptionnel. Du coup, Jean-Luc Mélenchon t'a envoyé un SMS quand tu avais dit que la rentabilité des agriculteurs, t'en avais rien à foutre, en gros, et que tu t'étais pris un peu une volée de bois vert, c'est le cas de le dire, après cette déclaration. Tu l'avais faite dans une émission dans le média, je crois. Et Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il était la seule personnalité politique qui t'avait soutenu à l'époque. Et c'est pour ça que moi, mécaniquement, ça m'a aidé à me dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire, entre guillemets, quelque chose, je sais pas, en vue de 2027. Mais là, si tu me dis que t'es candidate... Non, mais... Tu vois, mais je t'ai répondu sous forme de blague. Oui. Mais... Pour l'instant. Déjà, j'ai pas dit que j'en avais rien à faire du revenu des agriculteurs. J'ai un peu de ça, mais de la rentabilité. Parce qu'en fait, la rentabilité économique en agriculture, ça conduit à mettre le plus de pesticides possible pour vendre les produits les moins chers possibles et qui, du coup, polluent et l'eau et notre santé. Donc, c'est très différent. Hein. Et je tiens quand même à le poser fortement parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas complètement saisi ce que je voulais dire et sans doute me suis exprimée trop rapidement. Mais la rentabilité, ça n'est pas le revenu. Ça n'est pas le revenu. Et moi, je suis pour qu'il y ait une forme de rémunération des agriculteurs sur la qualité de ce qu'ils font et non pas sur la quantité, en fait. Ouais. Donc, voilà. Parce que là, c'est vraiment que la quantité. Et c'est pas le Mercosur qui va aider. Ben voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a un choix de société à faire sur l'agriculture. Soit on continue l'industrialisation de l'agriculture. On considère que les animaux sont des produits industriels. On considère que les sols sont des surfaces sur lesquelles on peut déverser tout ce qu'on veut. Ou alors, au contraire, on considère la qualité, et c'est pas le même projet agricole. C'est-à-dire que la qualité, c'est des petites exploitations, c'est des endroits où on fait attention à la biodiversité, au bien-être animal, à la qualité des produits qu'on vend. Et de l'autre, c'est des tonnes de produits à envoyer sur la bourse de Chicago, et voilà. En fait, c'est pas du tout le même projet, quoi. Ouais. Et quand Macron a dit ouais, non, le Mercosur, nous, on est vraiment pas chaud, etc., etc. Est-ce que c'est pas genre juste
Faut faire genre le mec il dit qu'il est pas d'accord alors qu'il sait pertinemment que ça va rentrer. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose. C'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Je voudrais quand même remercier Jean-Luc Mélenchon pour le SMS. Enfin, je le dis parce qu'on ne dit pas souvent. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est souvent présenté comme quelqu'un de problématique, mais voilà, à un moment où ces mots-là avaient de l'importance, bah, il les a posés. Qu'est-ce qu'il t'a dit sans... Alors, il m'a dit qu'il fallait que je me protège. Voilà, bon, c'était pas, tu vois, c'était pas un appui sur le fond de ce que je disais, mais c'était quand même attention à ce que tu vas subir, protège-toi, etc. Subir de la part de qui? Bah de l'extrême droite. Donc voilà, et je trouve que ça manque un peu la solidarité à gauche quand il y a des problèmes. Donc voilà, je voudrais le poser. Après, sur le Mercosur, pour moi, Macron, il a fait ce qu'il fait tout le temps, c'est-à-dire du Macron, c'est-à-dire qu'il fait le truc. Comment je peux exprimer ça? Il a des espèces de postures, donc c'est la grande cause, c'est non, c'est machin. Comme le Il se met en scène lui-même, tu vois, t'as une espèce d'auto-mise en scène. Ouais. Mais derrière, en fait, la France a négocié avec l'Europe le Mercosur, voilà, et en fait, c'est profondément son projet politique, le libéralisme, tu vois. Ouais. Profondément. Donc là, c'est du cynisme. Tu penses que le Mercosur, là, sa prise de position sur le Mercosur, c'est je du pense cynisme? elle est purement, parce qu'il a vu que ça passait pas chez lui, quoi. Mais donc c'est du cynisme, Ouais. tu vois. Ok. Il a vraiment fait genre, non, j'en veux pas, alors qu'il savait pertinemment que derrière, ça allait être, ok. Absolument. Bon. Et comme le Groenland, d'ailleurs, alors, dans ce cas-là. Alors, le Groenland, c'est un peu différent, mais tu vois, le Groenland, Est-ce qu'il Moi, peut je suis quand même rivaliser face aux surprise. États-Unis? C'est ça le truc. Est-ce qu'on peut rivaliser face aux États-Unis? La réponse est non. Moi, j'ai pas non, tu l'impression. vois, quand Trump, il diffuse le SMS que Macron lui a envoyé, Oui. en lui disant qu'il négocie des espèces de tarifs de médicaments, je sais pas quoi, en fait, ça n'a rien à voir avec le chimique. Ouais. C'est-à-dire que, est-ce qu'il est pour le Groenland et que le Groenland reste autonome, que le peuple groenlandais soit souverain, que ça continue à être dans le statut juridique que c'est actuellement avec le Danemark, etc. Ou est-ce qu'il veut? Ou est-ce qu'il est prêt à négocier quelque chose? Et en fait, c'est pas les deux mêmes postures. Et tu vois bien qu'il joue sur les deux tableaux, quoi, Ouais. tout le temps. Ouais. Donc c'est que là, comme c'est comme lunettes de soleil, c'est que là. Bah, tu vois qu'il fait de la pub, là, vraiment, c'est lunettes de soleil, là, c'est ça. Ouais. Et des fois, ça peut tourner à OSS 117, hein, pour te connaître. Oui, c'est Ouais. l'image a souvent été reprise, mais en l'occurrence, ça sent vraiment là pour le coup, il s'en rapproche. J'ai l'impression sans cesse, quoi. Enfin, il a toujours été proche de cette image-là, quoi. Moi, j'avoue que c'est quelqu'un que j'ai du mal à saisir parce que C'est une caricature permanente. j'ai toujours l'impression de quelqu'un qui vit dans son propre reflet. En fait, tu vois, qui se reflète, qui se regarde dans la glace, Ouais. agir, quoi. Mais c'est dommage parce que il est quand même, il est brillantissime. Moi, je le trouve brillantissime. Il aurait pu avoir un programme, il aurait pu incarner quelque chose. C'est comme au début de sa mandature, quand tout le monde disait que c'était le Kennedy français, etc., etc. Effectivement, il aurait pu être même le Chaban-Delmas de 2017, avec un programme résolument jeune, France moderne, rénovée, avec des institutions rafraîchies. Mm. Mais il y a rien eu de tout ça, quoi. C'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Ouais, puis je pense que plus ça va, plus il devient Autocentré. auto-centré, puis dans une mise en scène de lui-même permanente. Ouais. Enfin, moi, déjà, au Covid, je trouvais qu'il avait vrillé pendant la crise du Covid. Tu vois, tous les 3 jours, il nous faisait Grand oral. un grand oral. Nous sommes en guerre. Moi, je ne supportais plus ça à la fin. Enfin, il y avait un truc vraiment C'est angoissant. puis malsain. Enfin, je veux dire, Puis les points presse tous les jours. enfin, il se présentait comme le sauveur. Tu vois, mais t'es sauveur de quoi? Tu vois, il y a un virus, tu sauves qui là en fait? Tu vois, voilà, on va prendre des précautions. déjà. Non mais Tu as le Covid, t'es finito, mon gars, je te le dis tout de suite. Mm. Bon, tout ça, ça offre un boulevardos à Ouais. Jordan Bardella. ouais. Et donc, ce qui m'amène à cette question, est-ce que la gauche... Tu manges pas, toi, je te signale. Si, j'attends juste que ça refroidisse, parce que moi, du coup, tu sais, si je mange trop chaud, je commence à avoir des cloques au niveau du palais. Ah mince. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Mm. Là, il y a pas longtemps, j'ai mangé trop chaud et tout, c'était horrible. J'ai dû demander une semaine pour m'en débarrasser. Ah ouais? Ouais, horrible, vraiment. Une énorme cloquasse, là, sur le palais. C'est une sensibilité particulière. J'ai le palais raffiné. Monsieur. Patron. Du coup, Jordan Bardella,
Il y a un boulevard en tête des sondages dans tous les cas de figure. Voilà, ça c'est posé. Qu'est-ce qu'il faut faire là, tu me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour le contrecarrer? Est-ce qu'il ne faut pas une candidature unique à gauche, en l'occurrence celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a le plus de chances? Et autre question, est-ce que Raphaël Glucksmann, par exemple, s'il l'a pas encore fait, va déclarer candidat, est-ce qu'il a des chances de gagner? C'est tout. Est-ce que faut pas s'unir, tout simplement? En fait, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur. Pour moi, on est à la fin d'un cycle du capitalisme, voire à la fin du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un moment où cette espèce de système de croissance productiviste ne parle plus à personne. Toi, t'as pas envie de te lever pour la croissance, moi j'ai pas envie de me lever pour la croissance. Il y a plein de gens qui veulent pas, qui comprennent pas ce qu'ils font. En fait, ils gagnent de l'argent, ils se lèvent, mais ils trouvent plus de sens à leur travail, ils trouvent plus de sens à la société telle qu'elle est actuellement. Ils veulent aller voir un médecin, t'as des temps d'attente qui sont absolument pas raisonnables. En fait, ils comprennent plus, tu vois, ils comprennent plus dans le sens dans lequel on va. Et je pense que dans ces moments-là où on comprend plus ce qu'on fait et ce pourquoi on le fait, eh bien, c'est des moments où on peut avoir deux options, c'est-à-dire soit le fascisme qui dit voilà, maintenant on va faire un effort de guerre, toute la richesse qu'on a accumulée, ça va servir à envoyer des canons et des obus sur la tête de quelqu'un d'autre, des étrangers, voilà, exactement. Ouais. Ou alors on a une autre possibilité qui est de changer de société, c'est-à-dire de se dire on fait autre chose. On fait pas une société tournée autour de la consommation et de la production, on fait une société du bien-être, de la diminution du temps de travail, de l'émancipation. Hein. Tout ça pour te répondre, c'est que pour contrer Bardella, pour moi, il faut avoir un projet désirable, quelque chose qui fasse envie. Tu vois, si je dis aux gens, vous allez avoir des logements de qualité. Si je dis aux gens, on va passer plus de temps à se parler, ne serait-ce que ça, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que on va arrêter de consommer comme des malades et des idiots là, et on va juste se poser et essayer d'avoir un véritable bien-être, c'est-à-dire d'avoir tout ce dont on a besoin. La nourriture, le logement, etc., l'école, la culture, et puis derrière on prend le temps de vivre, quoi, en fait. Ouais. Et ça, et donc porter ce projet-là, c'est un projet de rupture. C'est pour ça que quand tu me poses la question de LFI, etc., c'est pour ça que moi je trouve que nous avons beaucoup en commun. C'est-à-dire qu'en fait cette rupture-là, c'est une rupture qu'il porte aussi. On arrête avec le productivisme, on arrête de consommer comme des espèces d'hamsters dans leur roue, là. Stop, on arrête, quoi. Mais alors, la rupture, ce mot-là, il était aussi dans la bouche de François Mitterrand, par exemple, qui lui l'incarnait à merveille. Et est-ce que effectivement ça, ce discours-là, il est encore, il est audible aujourd'hui? Est-ce qu'on le met suffisamment en avant? Et est-ce que les politiques aujourd'hui sont pas trop proches de l'actu à réagir à chaque fois qu'il y a un événement et pas voir un peu plus loin? C'est ce qui arrivait très bien à faire, par exemple, François Mitterrand, ou même plus récemment peut-être Ségolène Royal quand elle s'était En fait, toi, t'es fan de François Mitterrand, c'est ça? C'est le seul président de gauche qui a réussi à unir, quoi. C'est le seul modèle. Même, tu vois, Rocard, il est pas arrivé, tu vois. Enfin, moi, j'ai l'impression que à un moment donné, il faut voir au-delà que le bout de son nez. C'est ce qu'il arrivait à faire juste lui seul, François Mitterrand. Oui, tu vois, mais Mitterrand, ces 2 premières années, il a eu un projet que je trouvais assez radical sur certains aspects. Par exemple, il avait un ministère du temps libre. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça hyper intelligent, ce truc. C'est-à-dire, tu vois, qu'est-ce que les enfants ils font dans leur temps libre? Qu'est-ce que les adultes ils font dans leur temps libre? Est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu as accès un peu à du bonheur ou du moins de la satisfaction dans ton temps libre? Enfin, c'est hyper intéressant comme. Mais après, il a fait la politique, voilà, de rigueur, etc. Et moi, c'est ça que j'aimerais qu'on dépasse. C'est-à-dire que, tu vois, ce truc où on promet quelque chose et ça tient 2 ans et après on revient dans la norme. Moi, je ne veux plus de ça, en fait. Parce que je pense qu'à la fin, ça nous met en danger vraiment. Ouais. Et tous ces discours alarmistes sur la dette, par exemple, qu'est-ce que t'en penses, pour le coup? Qui nous empêchent, en fait, d'avoir cette vision un peu plus libérée de la société. Il y a plein de choses à dire sur la dette, mais la dette, déjà, elle est moins forte que celle du Japon. Alors, bon, je sais, c'est pas le même pays, mais tu vois. Donc, il y aurait plein de moyens de retrouver une souveraineté avec de la dette. C'est-à-dire de se dire, plutôt que de placer l'épargne sur un livret A, tu pourrais acheter un titre de dette. Tu vois, c'est ton épargne, tu la récupérerais, mais tu aurais un titre de dette. Pour pas dépendre des marchés financiers internationaux. On pourrait aussi se dire que
toutes les niches fiscales qu'on a accordées, bah, on les check pour voir s'il y en a quand même pas quelques-unes à supprimer. Je pense par exemple au kérosène. Est-ce que vraiment avoir une déduction fiscale sur le kérosène, c'est la priorité aujourd'hui, tu vois? Est-ce que bon. Et en fait, si on et puis aller chercher les plus riches parce que il n'y a pas de raison que ces plus riches leur richesse s'envole comme ça et qu'en plus derrière ils dictent toutes les mesures économiques. Donc on les ménage beaucoup les riches là. Énormément. On les ménage beaucoup. Ouais. Et pour parler vulgairement, c'est toujours les pauvres qui trinquent, quoi. En fait, moi, c'est ce que pour moi, on est un peu à un point on est arrivé à un point crucial là, c'est-à-dire que je pense que les pauvres supportent plus tu vois, supportent plus de courir tout le temps, de pas avoir une minute à soi, d'être toujours à chercher de l'argent, à pas pouvoir, à se priver. Je pense que là, on atteint une limite de cette frustration, tu vois, c'est plus supportable en fait. Et puis d'un autre côté, t'as les autres, ils ont les yachts, les vacances, et en plus, ils dictent leurs lois, tu vois, c'est dur en fait. Il y a même un truc humain très dur derrière ça, en dehors d'avoir un discours sur l'économie, etc. Humainement, c'est extrêmement dur, tu vois. Moi, quand tu vas dans les quartiers, tu t'aperçois que les gens, ils peuvent mettre 1h30 à venir et leur boulot commence à 5h du mat. Donc c'est une galère pas possible pour les enfants, pour trouver le bus, pour pas le louper, etc. Et tu pourrais parler de la ruralité de la même manière. C'est-à-dire, tu vois, il y a énormément de gens qui vivent de manière isolée dans la ruralité, et qui voient une personne une fois par semaine et qui du coup nourrissent un rapport au monde qui est très déçu en fait, déçu, tout ça pour ça, tu vois. Combien de personnes se disent tout ça pour ça aujourd'hui? Combien de personnes se disent je me lève le matin, je me suis couché le soir, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Tu vois, y a rien qui me donne vraiment une grosse satisfaction. Alors, il y a pas longtemps, je lisais un truc sur le mur, une inscription sur un mur qui posait cette question: à quand l'insurrection? Ouais. Est-ce qu'il faut une insurrection pour toi, pour que ça change? Est-ce qu'il faut une révolution pour que ça change? Parce que, tu vois, par exemple, tu disais sur le gouvernement, tu avais une formule, le gouvernement est en train de se trumpiser. Tu disais, il y a une trumpisation du gouvernement, Bardella étant, j'ai l'impression, le fils politique de cette trumpisation du gouvernement. Est-ce que pour balayer tout ça un peu de la gouvernement, il ne faudrait pas une insurrection, tout simplement? Je te pose la question objectivement. Mais moi, je pense qu'elle est inévitable. L'insurrection est inévitable. Je pense qu'elle est inévitable parce qu'en fait, là, tu sais, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans un moment un peu comme dans les familles où tu as des ados un peu rebelles. Et que les parents, ils verrouillent la porte à double tour en disant tu resteras dans ta chambre, pas ton téléphone. Et on fait un peu preuve d'autorité comme ça. Et en fait, le gosse. On voit la prof là. Et en fait, ou la mère. Oui, les deux. Je n'ai jamais enfermé mes gosses. Oui. Et que les enfants, ils finissent toujours par sortir parce que de toute façon, ils deviennent adultes. Tu vois, il y a un espèce un peu je trouve, de moment où on est dans une lutte vaine pour retenir quelque chose qui est en train déjà de s'évaporer et de changer. Et de commencer à exploser un peu. Et d'exploser. Ouais. Et donc, je pense que cette insurrection, tu vois, le gamin dans sa chambre qui se rebelle, ça va avoir lieu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas possible de tenir comme ça la société d'une main verrouillée. Ou alors, on va en guerre. C'est-à-dire qu'en fait, la guerre est une manière de discipliner aussi, tu vois. Ouais. Mais si... La guerre civile, tu veux dire? Non, la guerre, là, on fait un effort de guerre. Moi, je suis très inquiète des déclarations qui sont faites où on dit il faut se préparer à ce que nos fils, voilà. Voilà. Mais sinon, je veux dire, la société, elle est en train d'évoluer. Elle va pas supporter ça longtemps. Elle va pas supporter de passer sa vie à travailler si derrière, en plus, ça met en danger nos enfants, si il y a pas de sens à tout ça, si on gagne pas suffisamment pour vivre. Tu vois, à un moment donné, ça va se rebeller tout ça. Et justement, est-ce que ce discours martial d'Emmanuel Macron et de ses généraux est pas vraiment ultra inquiétant et pas flippant? Est-ce qu'ils ont des raisons? Peut-être qu'ils ont des raisons de parler comme ça. Peut-être qu'on est vraiment menacé. Après, là, je me fais l'avocat du diable. Peut-être qu'on est vraiment menacé par la Russie, par la Chine, par les États-Unis. Ouais, je pense qu'on est vraiment menacé. J'ai pas de doute là-dessus. Mais tu vois, aujourd'hui, on importe du gaz russe, on importe des pesticides de Russie en grande quantité, on importe de l'uranium en grande quantité. Il y a même des entreprises françaises qui sont en train de fusionner avec des entreprises russes sur l'uranium. Donc en fait, aujourd'hui encore? Oui, Euratom. Donc là, tu es en train de me dire qu'il y a des entreprises françaises qui sont, malgré ce qui se passe... Oui, mais des entreprises qui sont très liées au gouvernement, à l'État. Tu vois, c'est des entreprises nationales, quoi. Alors, c'est pas de statut public forcément, mais... Et donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que tu as quand même une espèce d'hypocrisie totale, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, on dit la guerre à Poutine est dangereux, on va faire la guerre, mais on est incapable de dire à Poutine, on va mettre à genoux ton économie. Parce qu'on est encore les clients de cette économie. Ouais. L'Europe y est pas Donc, arrivée. non, Que ce l'Europe soit y est pas que ce soit arrivée. sur le gaz ou sur le pétrole. Il y a eu des ersatz de sanctions. Mais le problème, c'est que ceux qui importent le pétrole vont peut-être être les mêmes qui demain vont nous vendre l'effort de guerre pour des industries guerrières, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça le capitalisme. C'est que dès qu'on peut faire du profit, on le fait. Donc, on Ouais. fait du profit en important les pesticides, on fera du profit demain en fabriquant des armes. Ouais. Et en fait, c'est ça que je dénonce, c'est de dire là, en fait, il faudrait réussir à dire stop à tout ça. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui disent la France aide énormément l'Ukraine, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'elle fait pour les Palestiniens? Moi. Rien. La réponse, On a rien. été en dessous de tout. Ouais. En dessous de tout. Moi, je pense que c'est très, très grave ce qui s'est passé, pardon, à Gaza, Compris. mais ce qui est aussi en train de se passer en Cisjordanie, parce que c'est la fin du droit international. C'est pas rien, tu vois, c'est un truc qu'on avait créé, qui était perfectible, mais qu'on avait quand même créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et là, c'est la fin de ce droit international. Et tu vois, tu peux pas dire à Poutine, tu respectes pas le droit international, sinon on appuie des pays qui respectent pas le droit international, tu vois. Donc c'est très grave ce qui s'est passé. Ouais. Et on a été en dessous de tout. Ouais. En dessous de tout. Parce que la France avait une voix quand même, elle aurait pu porter la voix beaucoup plus haut. Ouais, ouais. Et là encore, coup de com' d'Emmanuel Macron qui reconnaît l'État de Palestine. Netanyahou qui dit il y a quelque temps la Palestine jamais elle n'existera. La communauté internationale qui a l'air d'accepter ça, voilà, qui a l'air de flipper. Les colons israéliens toujours plus de violence. Toujours, puis la France, elle est très clairement inaudible. Et avec une loi, la loi Yadan, Caroline Yadan, qui maintenant veut criminaliser des gens qui disent juste Free Palestine, quoi. Alors, elle n'a pas été votée. Hein. Elle n'a pas été votée. Mais elle compte tout faire pour faire voter cette loi. Il est possible qu'elle passe, mais aujourd'hui, elle n'a pas été. Elle n'a pas été votée, ouais, mais elle est passée en commission à l'Assemblée. Elle est passée en commission. Dans une commission dans laquelle tu as réagi, dans laquelle tu t'étais montré Ouais. virulente. C'est très bien. Le problème de fond de ce texte, c'est qu'il repose sur une confusion contestable et même dangereuse entre l'antisémitisme, la critique de l'État d'Israël et surtout de la politique menée par cet État. Il entend de manière implicite établir un amalgame entre les personnes françaises de confession juive, les citoyens israéliens et les décisions du gouvernement israélien actuel. Cette assignation d'une appartenance communautaire à des positions politiques homogènes au mépris de leurs droits en tant que citoyens libres de leurs opinions est particulièrement inquiétante. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent effectivement on aide les Ukrainiens, mais alors sur le soutien aux Palestiniens, on a des pudeurs de gazelle qui sont assez avec en ligne de mire effectivement cette loi de Caroline Yadan qu'elle veut faire adopter qui criminalise le soutien aux Palestiniens. Et qu'est-ce qui explique ces deux poids deux mesures pour toi? Moi je ne le comprends pas. En plus, c'est un virage assez historique de la France, hein, parce qu'avec Chirac, Bien sûr, il y avait quand même bien sûr, un bien soutien sûr. à la Palestine. Et puis même Mitterrand encore une fois. qui Mais avait bien fait un sûr, discours à la mais bien Knesset sûr, c'est en un 80. virage Bien sûr. incroyable Ouais, ouais. qu'on a fait là, et avec quand même le gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement suprémaciste en réalité, donc très raciste en réalité. Ouais. Et c'est ça qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que d'accord, il y a eu l'attentat du 7 octobre et que ça a été particulièrement sanglant et dont il faut reconnaître la gravité Ouais, de cet acte. Bien sûr. Mais si tu veux, on peut pas dire que cet acte-là Conditionne la surtout riposte. justifie d'une manière Oui. ou d'une autre le fait que des civils meurent en masse comme ça s'est produit à Gaza. Donc en fait, c'est en cela que il y a eu un manquement et la reconnaissance de l'État de Palestine est arrivée bien trop tard. En Ouais. fait. Est-ce qu'on paiera ce manquement un jour pour toi? D'une façon ou d'une Bah, autre. c'est déjà parti là, je pense. En quoi? Bah, je pense qu'il y a plein de pays parce que derrière il y a la question de la colonisation. Et il y a plein de pays anciennement colonisés par la France qui regardent ça et qui le regardent avec des lunettes qui sont très différentes de ce qu'on peut lire en France métropolitaine. C'est-à-dire que pour eux, c'est encore une fois que la France n'a pas pris la mesure de ce qu'est la colonisation, de la gravité de ce que c'est, etc. Ouais. Et donc, moi, je pense que les pays anciennement colonisés ont regardé ce moment-là en se disant, Ouais. en fait, il n'y a plus rien à faire avec la Ouais. France, ce qui va générer, à mon avis, des conséquences extrêmement graves Ouais. ou du moins très profondes dans les prochains mois et années. Ouais, bien Y sûr. compris économique, parce que là, la Bien Russie est sûr. en train de grappiller un certain nombre de Absolument. contrats. Ouais.
Depuis la dissolution de 2024, tu dis que les députés ne vont pas bien du tout. Tu réagissais consécutivement à au triste décès de Olivier Marleix, le regretté Olivier Marleix, paix à son âme. Tu disais que les députés ne vont plus bien et beaucoup partant en burn-out. Ouais. C'est pas avant la dissolution. Qu'est-ce qui explique que c'est vraiment depuis la dissolution? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un éclatement de la politique française, une perte de repères de la politique française où les gens ont l'impression de plus C'est la question du sens de ce que tu fais, elle est quand même importante. Et là, on sait plus ce qu'on fait à l'Assemblée, franchement. Ça vocifère, ça gueule, ça s'attaque, ça insulte. Non, mais ça, moi, ça gueule, c'est normal. C'est la politique, ça gueule, c'est normal. On a des projets différents, c'est normal. Mais là, on sait plus trop ce qu'on fait, en fait. Tu vois, on comprend rien. C'est-à-dire que le NFP est arrivé en tête, puis on se retrouve avec encore la poursuite de la politique macroniste. Les gens, ils ont fait des semaines, des jours et des semaines de grève. Il s'est rien passé. Ils ont manifesté. Il s'est rien passé. On a eu les gilets jaunes. Il s'est rien passé. En fait, tu vois, c'est comme si on avait éclusé toutes les possibilités. On a le Mercosur. Voilà, c'est ça, ouais. C'est comme si on avait éclusé toutes les possibilités de dire stop et qu'en fait, on était face à un pouvoir qui se radicalise. Parce que pour moi, la principale radicalisation à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est celle du libéralisme. Ouais. J'aimerais, pour finir, ressortir cette citation que tu avais faite. Dès que j'ouvre la bouche, j'ai l'impression que la moitié de la France est en PLS. C'était il y a quelques temps. C'était il y a quelques temps. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu as toujours été légitime politiquement? Est-ce que ça reste encore ton combat, ta légitimité en politique et la légitimation de ton combat en politique? J'ai l'impression que les gens, ils ont un peu changé d'avis sur moi. Ouais. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais... Nous, t'as toujours kiffé, hein. Non, mais ils comprennent un peu que j'ai une ligne politique, quoi, tu vois, et que je mène le truc, voilà, je vais tout droit, je pose les trucs, après vous votez pas, ça vous appartient, et quelque part, c'est absolument respectable, tu vois, mais moi, je suis une ligne politique que je vous propose aux Français et Françaises. Qui se résume autour de la radicalité. Qui se résume autour d'un changement, oui, radical de société, c'est-à-dire arrêter de passer sa vie en métro boulot dodo, arrêter de passer sa vie à consommer des objets en grande partie inutiles, arrêter de croire que c'est la croissance qui va nous sauver tel un dieu venu sur Terre, arrêter de penser que la nature est un objet de production, de consommation ou de paysage, c'est notre système de vie, tu vois, c'est l'endroit dans lequel on vit, et puis rappeler aux humains que c'est une anomalie incroyable qu'on soit en vie sur Terre, donc je veux dire, on va pas jouer avec ça en fait, tu vois, sur le plan statistique et de probabilité, on avait une probabilité infime et on est en train de tout gâcher en quelques années, donc juste wake up quoi, réagissez les amis, et pour ça, il faut s'interroger sur le racisme, sur le sexisme, parce qu'en fait tout ça est lié, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas du racisme, on serait pas allé en train de chercher des ressources naturelles partout dans le monde, on serait pas en train d'exploiter et on l'aurait surtout pas fait dans l'histoire, tu vois, d'exploiter d'autres peuples. Le sexisme, c'est pareil, c'est-à-dire que si on n'était pas dans un rapport de prédation, on traiterait pas les femmes de la même manière. Et en fait, tout ça est un ensemble, et donc assez de cette société qui n'a pas de sens, cette société qui fait du mal à tout le monde. Et c'est ça mon projet. Votez Sandrine. Ouais. Je sais pas quand, mais votez. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.